Bonjour, nous sommes le 13 janvier 2024 avec une météo bon qui est... Bon, on a les neiges qui sont tombées il y a 2-3 jours d'ici. Bon, continue à fondre, hein, elle continue à fondre petit à petit, mais il n'y a pas de surplus de neige qui est arrivé. Bon, on a une forme de clarté, mais bon, au matin il faisait encore bon, mais ici je vois que la température commence à légèrement à chuter. Je sais pas ce qui va se produire, peut-être qu'il risque d'avoir des tombées de neige, mais en tout cas, on a un ciel qui est, je veux dire, on a une certaine forme de clarté qui permet de dire que bon, va peut-être faire bon aujourd'hui, hein. Bon, enfin bon pour un jour hivernal, on va dire ça comme ça. Alors ici, avant de commencer quoi que ce soit, bon, parfois il y en a qui font la blague du jour, d'autres font des anecdotes du jour. Ici, avant de commencer quoi que ce soit, je vais faire une petite anecdote qui est l'anecdote du jour. Alors sachez qu'en 1916, bon, il y avait un sous-titre de Gazette qui disait que l'heure n'est pas aux toilettes de soirée. L'heure n'est pas aux toilettes de soirée. C'était un sous-titre voilà, de Gazette. D'une Gazette. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait le secrétaire d'État aux Beaux-Arts qui avait pris en. On va dire qui avait imposé un règlement qui était que les gens ne pouvaient pas se présenter devant le théâtre en habit ou en smoking. Ils devaient se présenter en, comment on appelle ça, en tenue de ville. En tenue de ville. Alors je rappelle que le théâtre, bon, pour pouvoir y rentrer, bon, il faut avoir certains, je veux dire, voilà, fallait à ce moment-là ce qu'on appelait la tenue de ville. Il fallait une tenue de ville pour pouvoir rentrer, accéder au théâtre, pouvoir aller voir une pièce de théâtre. Sachez que le théâtre était déjà un bâtiment des beaux-arts, hein. C'est-à-dire que généralement les façades étaient décorées, les parements étaient voilà, des espèces de fleurs en pierre, avec des monuments, des statues d'animaux, voilà, d'êtres humains, etc. C'était une décoration. On avait des escaliers qui rentraient, on avait une grosse ouverture de porte. Et ben voilà, et puis c'était un lieu, je veux dire, comme le théâtre était bien sûr découlait de la responsabilité du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, mais les théâtres étaient justement un lieu des Beaux-Arts. C'était un lieu des Beaux-Arts. Et donc, quand il y avait déjà la façade était belle à voir, les entrées étaient belles, et les intérieurs étaient décorés. Et alors, les toilettes étaient fortement, richement décorées. Je vous le dis tout de suite, c'était des toilettes, je veux dire, bon, qui choquaient au niveau, voilà, les gens étaient ébahis par voilà, le prestige qu'avaient les toilettes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, l'heure n'est pas aux toilettes, n'est n'est pas aux toilettes de soirée. Voilà, donc les toilettes, faut se dire que tout était beau dans le théâtre, et notamment les toilettes étaient, je veux dire, un lieu très riche en décoration. Très riche en décoration. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et ça c'est en 1916. Donc c'était le secrétaire d'État comment on appelle ça, aux Beaux-Arts qui lui, voilà, mettait en place des règles pour pouvoir entrer, je veux dire, au théâtre. Alors ceci étant dit, je vais voir ici, bon, j'avais déjà commencé à voir les valeurs immobilisées au niveau des actifs, hein. Des actifs, ici je vais voir la continuité. Voilà, j'avais fait une vidéo et je mettrai en lien avec celle-ci, hein. De toute façon, c'est pas un problème. J'irai la rechercher, je mettrai en lien. Parce que j'avais déjà vu les actifs immobilisés. Alors, ici, bien sûr, quand on dit actif, ça vient voilà, de l'actif, hein. Ça vient de l'actif, actif immobilisé, ça vient de l'actif. Ou on peut dire valeur immobilisée aussi, hein. C'est parce que en comptabilité, on joue avec des valeurs. Avec bien sûr des opérations pour lesquelles il y a des valeurs. Donc on peut parler de valeur immobilisée. Mais quand on dit actif immobilisé, on sait bien que c'est un compte d'actifs. Voilà. Donc ça, on est dans le compte d'actifs ici. Et donc, j'avais déjà vu les valeurs immobilisées, et donc les actifs immobilisés. Donc, il n'y a pas d'intérêt à vous revoir, si ce n'est que je mettrai un lien, comme je l'ai dit. Et alors, il y a le côté actif, et il y a le côté, bien sûr, passif. Le passif, il est ici, avec tout ce qui est dette. Le passif, il est là. Donc, je vais traiter l'actif et le passif. Sachant que l'actif, j'ai déjà commencé.
par une vidéo parce que je vous ai dit, les actifs immobilisés, j'avais déjà vu. Les actifs immobilisés, j'avais déjà vu. Alors, bien sûr, c'était frais d'établissement. Je rappelle, hein, je pourrais même le voir ici. Si je tape le 22. Voilà, le 2, il est là. Alors, c'était frais d'établissement, actifs immobilisés, créances à plus d'1 an. Voilà, on avait le 20, frais d'établissement. Donc, le frais d'établissement qui est un actif immobilisé fictif. Hein. Donc, c'est incorporel. Je m'excuse, c'est fictif. C'est fictif. Je m'excuse, c'est fictif. Ce qui est fictif aussi, c'est l'incorporel. Bon, en 21 vient les immobilisations incorporelles, justement, ceux-là, ils sont fictifs aussi. Donc, vous voyez que ce qui est fictif, ben, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Donc, ouais, c'est ça. Frais d'établissement, c'est fictif. Frais incorporels, c'est fictif. Frais corporels, c'est réel. Voilà, c'est du palpable, on peut toucher. Et en dessous, ben, c'est plutôt de l'immobilisation relative à la finance. C'est financier. Donc, dans le classement là, le dernier, c'est toujours financier. Par contre, si vous prenez les actifs circulants, plus vous descendez, plus c'est liquide. Par exemple, les valeurs disponibles, les tout derniers, c'est les caisses. Plus on descend vers le bas, placement de trésorerie, voilà, plus on descend vers le bas, ça devient liquide. Alors, les créances à plus d'1 an, bien sûr, ça va créer du liquide. Voilà, ça va créer du liquide. Pas tout de suite, parce qu'il faut attendre le long terme. C'est une créance à plus d'1 an. On va recevoir de l'argent, mais pas tout de suite. Donc, vous voyez que plus on descend vers le bas dans l'actif, et plus ça devient liquide. Et c'est pour ça qu'immobilisation financière, bon, dans des 3 immobilisations, le tout dernier, c'est le financier. Voilà. Et alors, tout au-dessous, on met tout ce qui est fictif. Et puis, on met ce qui est réel et puis financier. On va dire ça comme ça. Donc, c'est d'abord frais d'établissement et frais immobilisation incorporelle. Voilà. Et puis, vous avez le corporel et puis le financier. Voilà. On va dire ça comme ça. Et alors, ici, si on vient ici, ben, le 20, frais d'établissement, frais immobilisation incorporelle, bon, ça fait partie des valeurs immobilisées. Alors, vous avez terrain à construction, bien sûr, qui est, là, c'est du corporel. 23, c'est du corporel. 24, c'est du corporel. 25, c'est du corporel. Voilà. Et le 20, d'ailleurs, ils vous disent même en 26, autre immobilisation corporelle. Ça veut dire qu'entre immobilisation détenue en location financement, c'est aussi du corporel. D'ailleurs, il est marqué hein, terrain de construction, installation, machine-outillage, mobilier, matériel roulant. Voilà. C'est bien du corporel tout ça. En 25, parce que c'est 250, 251, 252. Voilà. 26, autre immobilisation corporelle. Et puis 27, on a toujours les immobilisations corporelles en cours et à compte. Voilà. Et puis on a les immobilisations financières en 28. Ce qui veut dire que ici, si je parcours, là, le 28, c'est les immobilisations financières. Les immobilisations corporelles, elles vont de 22 à 27. De 22 à 27. Les frais d'établissement, c'est 20. Immobilisation corporelle, c'est 21. Donc, c'est-à-dire que les actifs immobilisés, on aura 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà. Alors, les créances à plus d'1 an, le 29, je les mets non pas dans les actifs immobilisés, non pas dans les valeurs immobilisées, mais dans les actifs circulants. Les actifs circulants. Valeurs, les actifs circulants. Je les mets dans les actifs circulants ici, 29. Alors, stock et commande. Maintenant, si je tombe dans les actifs circulants, le 3, c'est les valeurs d'exploitation. Voilà. Et on a bien sûr des valeurs réalisables qui sont voilà, le 4. Hein, ça va devenir en argent, les créances à 1 an ou plus. Dans l'année, ça va devenir voilà, ça va se transformer en argent, en liquide. Et puis, bien sûr, on a les valeurs disponibles qui vont, voilà, qui sont en 5. 5 voilà. Alors, on pourrait mettre dans valeurs disponibles placement et trésorerie. Hein.
On pourrait le faire. Il y a des schémas, il y a différents types de schémas. C'est ça qui. Bon, moi je vais proposer un schéma. Je vais proposer un schéma. Parce que les créances, voilà, les créances à plus d'un an, je crois que. Je suis pas sûr. Hein. Bon, ici, je ne vais pas parler avec assurance. Mais il y a des schémas qui le mettent dans valeur immobilisée. Je suis pas sûr. Hein. Bon, voilà, créance à plus d'un an, il y en a qui le mettent dans. Voilà. Voilà, les valeurs immobilisées. Ici, moi, je ne veux pas m'en tenir à ce que je ne suis pas sûr. Donc, voilà, je tiens le schéma là. Simplement, je peux modifier ce schéma-là en mettant, par exemple, les placements de trésorerie. Déjà, certains auteurs, ils maintiennent les stocks dans le réalisable. Ils mettent le stock dans le réalisable. Voilà, ça c'est une chose. Et alors, comment dire les créances à plus d'un an, certains le mettent dans les valeurs immobilisées, mais ça je ne suis pas sûr et certain. Donc ça à vérifier, c'est ça que je veux dire. Quand je ne suis pas sûr et certain, il faut ça à vérifier. Alors, les valeurs d'exploitation, dans les actifs circulants, on a les valeurs d'exploitation qui sont les stocks. Bon, c'est 3. Et alors, je vais montrer lesquels en particulier. Voilà. Les valeurs réalisables qui sont le 4. Voilà, le 4. Voilà. Et les valeurs disponibles qui sont le 5. Mais, alors, certains mettent dans les valeurs disponibles les placements et trésorerie. Voilà. Donc, je vais proposer un schéma. Voilà, en gros, de ceci. Et bien sûr, à droite, c'est le passif, c'est les dettes. Alors, à gauche, plus on descend vers le bas, plus ça devient liquide. À droite, plus ça descend vers le bas, plus c'est des dettes court terme. Alors, au départ, on a les fonds propres, les capitaux propres. Au passif, avec le capital souscrit, voilà les primes d'émission, les plus-values de réévaluation, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, ça va jusqu'aux provisions pour risques et charges. Voilà, on a les subsides en capital, bénéfices reportés, voilà tout ce qui est réserve, etc. Ça, c'est les capitaux propres. Je vous rappelle que l'entreprise, quand elle fonctionne à partir d'un an, bon, là, à ce moment-là, la première année, elle fait peut-être des bénéfices. Si elle fait des bénéfices, à ce moment-là, elle peut reporter voilà, certaines choses. Un bénéfice, on peut le reporter une partie, on peut mettre en réserve une certaine partie. Voilà, il y a des subsides en capital qui peuvent arriver. Il y a des primes d'émission, de nouvelles primes d'émission qui peuvent arriver, et c'est toujours de l'argent qui rentre dans l'entreprise. On peut avoir des plus-values de réévaluation, tout ça c'est cours des capitaux propres qui rentrent. Donc on peut avoir, une fois que l'entreprise commence à fonctionner, on a des rentrées d'argent chaque fois en fin d'année, au travers de bénéfices reportés de toute l'année, au travers de subsides en capital, au travers de primes d'émission, qui sont, on remet de nouvelles actions en jeu, etc., etc., etc. Voilà, bon, donc une entreprise, ses gains, enfin, ses rentrées, au niveau du capitaux propre, ça peut venir, on a beaucoup de rentrées qui peuvent venir de là. Hein. Voilà, on a beaucoup de rentrées qui peuvent revenir de là. Alors les bénéfices, bien sûr, c'est par rapport au compte de charges et de produits, c'est le résultat d'exploitation. C'est à partir de là qu'on va se dire, bon, on va distribuer autant aux actionnaires, autant on va remettre en réserve, autant on va reporter un bénéfice. Voilà. Et alors, sachez qu'on peut aussi reporter une perte. On ne reporte pas que des bénéfices. Voilà. Alors, l'actif et le passif ici, c'est le bilan. C'est la structure du PCMN. En France, on appelle ça PCG. Alors ici, en Belgique, c'est plan comptable minimum normalisé. Il est divisé en actif, passif. Actif, bon, c'est les avoirs. Et le passif, c'est voilà, les dettes. Et alors, les avoirs, c'est quoi quand je dis des dettes, c'est les dettes que si l'entreprise ferme, elle devra donner à l'entrepreneur. Hein. L'entreprise devra rendre l'argent à l'entrepreneur. Voilà, s'il n'y a pas de faillite, bien sûr qu'il faut. Parce que s'il y a une faillite, ça c'est autre chose. Il y a un curateur qui vient, il faut redistribuer l'argent d'abord aux employés, et puis payer les dettes, toutes les dettes que l'entreprise a avant toute chose. Voilà. Alors, je disais que le passif, plus on descend vers le bas, plus c'est à court terme. À droite, c'est les dettes. À gauche, à gauche, l'actif, c'est les moyens d'action. Et au passif, c'est les sources des moyens d'action, ce sont les dettes. Voilà. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, et dans les dettes, on a les dettes à plus d'un an, les dettes à court terme et les dettes long terme. C'est d'abord du long terme et puis du court terme. Puisque plus on descend vers le bas, plus c'est du court terme. On va dire ça comme ça. Et donc, on a les moyens d'action à gauche, l'actif, et les sources des moyens d'action à droite. Et c'est un patrimoine de l'entreprise, c'est le patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Bon, c'est une photographie. Parce que voilà, on peut avoir des bilans successifs où le patrimoine est changeant. C'est normal parce qu'on a des opérations, je veux dire, au fur et à mesure avec le temps.
Bon, est-ce qu'on va tenir vraiment compte? C'est le bilan de fin d'année. C'est en fin d'année qu'on va tenir compte de, voilà, de toutes les opérations qui ont été effectuées. On va faire la photographie de toute une année. Voilà, c'est en fin d'année. C'est le bilan. Alors en fin d'année, il se passe beaucoup de choses. Hein. Voilà, il faut faire le bilan, les inventaires, il faut faire, voilà, s'il y a des reports, il faut les faire, il faut faire les comptes de résultats, il faut faire toutes les dotations aux amortissements, dotations, je veux dire, voilà, tout ce qui est des écritures de stock, etc. La fin d'année, c'est une écriture, je veux dire, ce sont des écritures, je veux dire, au 31 du 12, c'est quelque chose, il y a beaucoup, contrairement à ceux qui vont en vacances, voilà, en fin d'année, ben, les entreprises, là, ça travaille beaucoup, hein, notamment au niveau comptabilité. Notamment au niveau comptabilité. Et puis quand ça va travailler beaucoup aussi, c'est au niveau des impositions, quand il faudra voilà, relever tout le patrimoine pour, je veux dire, les impôts. Alors, je disais ici, ben voilà, donc on a l'actif passif, c'est la photographie à un instant donné. Et alors, ici, ben voilà, on a à l'actif, on peut avoir les valeurs d'exploitation. Voilà, en gros, les valeurs d'exploitation, c'est... Bon, donc comme j'ai dit, j'ai vu les valeurs immobilisées, je les ai vues. Hein. Donc je ne les revois pas. Les valeurs immobilisées, je les ai vues. Donc, en fait, c'était ce qui était dans le 2, dont on avait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon, et le 29, je ne suis pas sûr s'il faut le mettre là-dedans. Je ne suis pas sûr, le 29. Alors, je rappelle que le 29, c'est créance. Hein. Le 29, c'est les créances, en plus d'un an. Le 29, c'est créance à plus d'un an. C'est-à-dire, voilà, le 29, moi, je le mets dans actif circulant, je ne le mets pas dans actif immobilisé. Donc, quand je dis tout le 2, donc le 2 va dans actif immobilisé. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon, peut-être que certains auteurs mettent dans le 29 dans les actifs immobilisés. Moi, je ne le fais pas ici. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûr. Si maintenant, certains auteurs le font, autant aller voir si c'est réellement ce que je raconte est vrai. Voilà, parce que ici, moi, je maintiens la structure ici. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, c'est des valeurs immobilisées, c'est-à-dire actifs immobilisés. Bon, alors, je mets le 29 dans actifs circulants. Alors, stock et commandant en cours d'exécution, bien sûr, c'est tout ce qui est 3. Hein, tout ce qui est 3. Hein. Bon, le 3, je peux le lire. On va chercher le 3, juste après, voilà. Voilà, c'est 30 matières premières. Stock et commande en cours d'exécution, voilà, de matières premières. Stock en cours de matières premières de approvisionnement et fourniture. Voilà, en cours de fabrication 32, produits finis 33, 34 marchandises, 35 immeubles destinés à la vente, 36 à compte versés sur achat pour stock, 37 commandes en cours d'exécution, voilà. Et à partir de là, ça, ce sont les valeurs d'exploitation. Et puis, on retombe sur les réalisables. Ce qui va se transformer en monnaie, c'est le 4. Bon, ben, ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas mis tout le 3. Pour les valeurs d'exploitation, je n'ai pas mis trop le 3. J'ai gardé un schéma, bon, je veux dire, qui est le suivant. Voilà, 3 stocks et commandes en cours d'exécution, 30 approvisionnement donc, de matières premières, 34 approvisionnement de marchandises, voilà, 37 commandes en cours d'exécution. Bon, je me suis tenu qu'à ça. Alors, la valeur réalisable, c'est les créances à un an ou plus, c'est-à-dire c'est du court terme. Hein. À un an ou plus, c'est du court terme. Voilà. Alors, le court terme, c'est créance à un an ou plus, parce que créance à plus d'un an, le 29, comme je vous l'ai dit, pourrait être mis dans actifs immobilisés. Probablement. Donc, valeur réalisable ici, bon, c'est le 4. C'est tout ce qui est 4. Bon, 40, 41, on trouve 40. Voilà. Alors, je vais bien aller voir le 4. Créance et dette à plus d'un an. Créance commerciale. Voilà, client, 400 clients, faire recevoir, produit à recevoir, 406, 407, 400. Voilà, 41 autres créances.
voilà, 42 dettes à plus d'un an échéant dans l'année. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, mais ici, 41, voilà, je ne vais pas écrire le tout, mais je m'en tenir à, comme je l'ai fait tout à l'heure, à quelque chose de, voilà, de résumé. Bon, voilà, 4 créances à un an ou plus, valeur réalisable, voilà, c'est créances à un an ou plus, 40 créances commerciales, 400 clients. Par exemple. Bon, il n'y a pas que ça comme valeur réalisable, je vous le dis tout de suite. Alors, maintenant, en valeur disponible, bon, la valeur disponible, c'est le, le- Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis placement de trésorerie, le 5. Hein. Hein. Il y a OCP, caisse et établissement. Donc, ici, dans mon schéma, le placement de trésorerie, ben, je le mets dans la valeur disponible. Donc, 50, 53, 54, 58. Ben, placement de trésorerie, ici, ça va être en valeur disponible. Qui sont des actifs circulants, bien sûr. Hein. Voilà, donc, j'écrirai ici 5 placements de trésorerie, actions et parts, 52 établissements de crédit, 56 OCP, 57 caisses. Alors, établissement de crédit, bien sûr, c'est banque, etc. Voilà. OCP, c'est office des chèques postaux. Voilà. Donc ici, je vais aller voir le plan. Le 4, le 5, parce que le 4, j'ai dit que j'avais pris qu'une partie du 4. Ici, je vais mettre le 5. Placement de trésorerie, voilà, action propre, 51 actions par placement de trésorerie autre que placement revenu fixe. Titre à revenu fixe, dépôt à terme, voilà, valeur échue à l'encaissement, établissement de crédit, voilà, compte ouvert auprès de divers établissements à subdiviser en, voilà, si je mets 550, c'est compte courant, 551 chèque émis, 559 réduction de valeur actée, etc. Alors 57 c'est caisse, alors 570 c'est caisse espèce, voilà. 578 c'est caisse timbre. Alors 58 c'est virement interne. Bon, je ne vais pas mettre tout, bien sûr, vous aurez compris. Je vais me cantonner, comme je l'ai fait pour les valeurs d'exploitation, à, voilà, à quelques exemples. Valeurs disponibles, quelques exemples. Valeurs réalisables, quelques exemples. Et là, je mets 5 placements de trésorerie, actions de départ, établissement de crédit, 56 OCP et 56 caisses, 57 caisses. Voilà. En gros, voilà, avec ça, on a une certaine vision. Voilà. Il n'y a pas tout dedans, mais il y a une certaine vision. Voilà, valeur d'exploitation, valeur réalisable et valeur disponible. Donc, et là, on entrevoit 2, 3, 4, 5. Vous voyez la structure 2, 3, 4, 5. Alors, le 2, c'est valeur immobilisée. 3, valeur d'exploitation. 4, valeur réalisable. Et 5, valeur disponible. Alors maintenant, je vais voir ce qui est passif. Dans le passif, il y a le non exigible. Alors ici, je ne mets pas tout aussi non plus. Hein. Ouais, bien sûr, c'est pour voir juste. Et puis l'exigible. Alors, l'exigible, il y a encore une partie ici. Donc, si vous voulez, ici, on a le non exigible. Voilà. Et là, je vais mettre l'exigible. Alors, non exigible, c'est les fonds propres. Les provisions pour risques et charges, PPRC. Alors, le 10, c'est capital, le 13, c'est réserve, et le C, c'est provisions pour risques et charges qui pourront être, bien sûr, assimilées pour les besoins de l'analyse aux dettes à terme. Bon. Alors, l'exigible, c'est le long terme. Enfin, il y a l'exigible, je m'excuse, il y a l'exigible long terme.
et l'exigible court terme. Et puis vient la suite à droite, hein, parce que j'avais plus de place en bas, j'ai écrit à droite. Voilà. Donc voilà. Plus on descend vers le bas, c'est-à-dire ici, je dois retourner à droite parce que j'ai plus de place vers le bas, donc je retourne à droite. Donc plus on descend vers le bas, plus c'est des dettes, on va dire, court terme. Alors, le court terme, le long terme, on a le 17, dette à plus d'1 an. Voilà, 17, dette à plus d'1 an. 170, j'ai pris un exemple, voilà, 173 établissements de crédit, 175 dettes commerciales. Alors, établissement de crédit, c'est par rapport à la banque. Hein. Banque et d'autres voilà, organismes comme, bon, voilà, on va dire c'est banque. En gros, c'est banque. 175 dettes commerciales à plus d'1 an. Ouais, parce que voilà, c'est du long terme, hein, dette commerciale à plus d'1 an. Alors qui donne 1750 fournisseurs. Attention, fournisseurs à plus d'1 an. Hein, parce que fournisseur, je vais encore l'avoir après. Mais ne pas confondre fournisseur à long terme et fournisseur à court terme. Donc 1750, c'est un fournisseur à quoi à long terme. Donc fournisseur à plus d'1 an. 1751 FA payé à plus d'1 an. Voilà. Alors à court terme, on retrouve les dettes à plus d'1 an, échéant dans l'année, bien sûr, parce que c'est justement du court terme. On a le 43 dettes financières, c'est-à-dire ce qu'on doit, par exemple, aux banques. Voilà. On retrouve les dettes commerciales, DC, voilà, 440 fournisseurs. Attention que c'est une payable dans les 12 mois. Je rappelle parce que c'est du court terme. Voilà, 441 FA à payer, payable dans les 12 mois. Payable dans les 12 mois. Et puis vous avez encore à droite l'exigible. On retrouve les dettes fiscales, salariales et sociales. 451, on a TVA à payer. 452, impôts et taxes à payer. 453, précompte retenu à payer, bien sûr, aux receveurs des contributions. Voilà, c'est à payer aux receveurs des contributions, précompte retenu. 454 ONSS, bien sûr, c'est la cotisation à payer de l'Office national de la sécurité sociale. Voilà, 455 rémunération à payer. Et puis, on retrouve 47 dettes découlant de l'affectation du résultat. Et on retrouve 471 dividendes et 472 tantièmes. Voilà. Et donc, ça c'est pour le passif. Bon, c'est un schéma. Un gros schéma. C'est des gros schémas, je veux dire, voilà, qui vous donnent une vue. Ouais, en fait, c'est pas, on va pas dire que c'est une vue précise, on va dire ça comme ça. C'est une vue, voilà, à vol d'oiseau. C'est une vue à vol d'oiseau. On a déjà, voilà, une catégorisation, voilà, de valeurs immobilisées, valeurs d'exploitation, valeurs réalisables, valeurs disponibles par un vol d'oiseau. C'est-à-dire, voilà, non pas de manière précise, parce qu'à ce moment il faudrait vraiment tout décortiquer. Et voilà. Et ici, c'est pareil, c'est la décomposition au travers du passif, de ce qui est exigible et non exigible. Et si c'est non exigible, on retrouve les fonds propres et les provisions pour risques et charges. Mais si c'est de l'exigible, on retrouve ce qui est du long terme et du court terme. Et alors à ce moment-là, s'il y a des dettes fournisseurs, comme 43, qui est une dette fournisseur, ou 1750 fournisseurs, il faut distinguer si c'est dettes fournisseurs à court terme, qui est, voilà, fournisseur à long terme. Si c'est fournisseur à long terme, c'est 1750. Si c'est dette fournisseur à court terme, c'est 43. Il ne faut pas tout confondre. Donc 42, 43, 44, 45, 40, 47, ici, dans ce cas-ci, c'est tout du court terme. Alors que 17, c'est du long terme. 17, c'est du long terme. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va voir voilà, 17, c'est du long terme. Et de 42 à 48, c'est du court terme. Oui, c'est du court terme. 42 à 48, c'est du court terme. Et 17, c'est du long terme. Et alors, je vous ai mis, bon, des petites choses, du non exigible, hein, capitaux propres, c'est du non exigible. Mais j'ai pas tout mis, parce que ici, comme je dis, c'est un schéma vol d'oiseau. C'est un schéma vol d'oiseau. Donc, on va retrouver 10, 13, 16. On va retrouver 10, 13 et 16. Provision pour risque et charges, voilà, réserve et capital. En gros, voilà, c'est gros, on va dire, c'est grossier. Hein. C'est une vue, ici, pour discuter un peu de ça, c'est une vue, on va dire, grossière. C'est une vue, on va dire, globale. C'est une vue, on va dire, globale, grossière, c'est une vue grosso modo.
Bon, et tout ça, c'est du non précis, bien sûr, parce que on n'a pas été dans une catégorisation, je veux dire, c'est pas une catégorisation fine, hein. Et encore, il y a des gens qui, enfin, il y a des auteurs qui font des autres catégorisations. Donc, la catégorisation ici est grossière, donc non fine, non, et donc non précise. Voilà, c'est une catégorisation. Mais au moins, on voit, je veux dire, voilà, en gros, ce qui est, voilà, valeur disponible, valeur d'exploitation, valeur réalisable, valeur disponible. On fait une découpe, une catégorisation en tranches. Voilà, on tranche grossièrement, grosso modo. On tranche grossièrement, grosso modo. Donc, on ne va pas dans la précision. Je veux dire, voilà, on a une vue globale, une vue, voilà, à vol d'oiseau, qui nous permet de faire une catégorisation, voilà, de l'actif et de passif. Ouais, bien sûr, c'est grossier. C'est-à-dire, c'est grossier. Donc, on a les valeurs immobilisées, valeurs d'exploitation, valeurs réalisables, valeurs disponibles. Voilà. Et maintenant, pour celui qui, ouais, voilà, pour le passif, on a le non exigible, exigible. Voilà, on a une catégorisation grossière. Ce qui veut dire par là que, je veux dire, pour quelqu'un qui apprend la comptabilité, ben, il ne doit pas forcément, un étudiant ou un, voilà, premier, quelqu'un qui commence la comptabilité, ben, il peut avoir une vue grossière, hein, de la comptabilité. Pourquoi? Parce qu'il va faire ses preuves, il va avoir l'expérience, il va tirer l'expérience avec les années qui vont suivre. Maintenant, s'il a un cas de figure un petit peu particulier, bah, qui ne connaît pas, il va essayer d'y réfléchir, ou demander un conseil à quelqu'un. Ouais, il peut demander des conseils à un juriste. Bon, l'expérience, c'est aussi de s'entourer de bonnes personnes qui peuvent nous aider. Voilà, c'est aussi ça l'expérience. Parce que bon, on ne peut pas toujours tout faire tout seul, hein, je veux dire, c'est comme ça. Parfois, on a besoin, voilà, d'aide. Et quand on est, bon, débutant, ben, c'est normal qu'on a besoin d'aide. On a moins besoin d'aide, je veux dire, quand on est expérimenté, mais débutant. Donc, ben, en tant que débutant, si on a une vue globale, c'est déjà ça pour fonctionner. Ouais, dans tous les métiers, si vous avez une vue globale pour fonctionner, ça commence. Ça peut déjà partir. Ça peut être une bonne base. Si vous connaissez des petites choses, c'est déjà ça. Maintenant, avec le temps, vous allez agrémenter, voilà, votre savoir, au fur et à mesure avec le temps. Donc, avoir une vue globale, c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément. On demande pas tout de tout savoir dès le départ que vous commencez votre métier. C'est pas vrai ça. On ne demande jamais ça. Ce qu'on demande, voilà, c'est de connaître des bases, des bonnes bases. Et sur ces bonnes bases, j'ai pas dit qu'il faut ne rien connaître. Hein, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut connaître des bonnes bases. À partir de ces bonnes bases, ben, on peut commencer à fonctionner. Et bien sûr, réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que maintenant, on peut avoir de bonnes bases, mais on peut avoir voilà, de la connaissance. Mais si on applique mal des cas de figure, ben, on va vous dire, écoute, vous n'êtes pas apte à répondre à certains cas de figure malgré vos connaissances. Donc, les connaissances ne suffisent pas. Bien sûr, il faut avoir, je veux dire, savoir raisonner par rapport à des situations, des cas. Parce qu'il y a la connaissance, il y a le raisonnement de certains cas. Voilà, certains cas. Voilà. Mais ce qu'on demande, c'est d'avoir une base. Quelqu'un qui débute, on ne lui demande pas de connaître tous les livres de comptabilité, tout le droit social, le droit, voilà, des sociétés. On ne lui demande pas ça. On lui demande voilà, de fonctionner sur des cas de figure, de raisonner et de savoir résoudre des problèmes, voilà, relatifs à la comptabilité. Et donc, s'il commence avec un B à bas, il a déjà voilà, des bases, il peut commencer. Maintenant, il peut avoir une vue globale, c'est ça que je veux dire. Il peut avoir une vue globale. Et puis, s'il y a des cas de figure un peu, je veux dire, un petit peu, je veux dire, particuliers, il peut les traiter sans aucun problème. Il va les traiter, ça c'est. Donc, avoir une vue globale, c'est toujours intéressant. Et ça, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis une vue globale pour quelqu'un qui débute la comptabilité. Je parle d'un étudiant, je parle d'un quelqu'un qui commence son métier. Bon, s'il a une vue globale, voilà, il sait déjà, voilà, à quoi s'en tenir. Hein, voilà, il a un schéma dans sa tête. Ben voilà, il a le passif non exigible, exigible. Bon, le non exigible, en gros, attention, j'ai bien dit en gros, c'est les fonds propres, voilà, les provisions pour risques et charges. Là-dessus, on a le capital réserve et provisions pour risques et charges. Voilà. L'exigible long terme, ben, voilà, c'est les dettes à long terme. Je pense à la dette à plus d'un an, avec établissement de crédit, dette commerciale, fournisseur qui est plus d'un an, FAP plus d'un an, attention ça. Voilà. Et le court terme, c'est dire bon, on a les dettes financières, les dettes commerciales, dettes financières
DF, dette commerciale DC, et dette commerciale, on va retrouver le fournisseur et fait payer, mais à court terme. Parce que vous avez aussi là-dessus le fournisseur et fait payer long terme. Donc ne pas confondre, voilà, les dettes commerciales ici, en 175, des dettes commerciales en 44. C'est pas la même chose. Hein. Ouais. Donc ça, on va dire, c'est des dettes commerciales long terme. Ça, c'est des dettes commerciales court terme. Là, on a des dettes financières. Ça, c'est des dettes financières long terme. Et ça, c'est des dettes financières court terme. On va dire ça comme ça. Voilà. Et puis on a d'autres, bon bien sûr, on a d'autres dettes. Hein. En dette, on peut retrouver voilà, tout ce qu'on doit au précompte professionnel, à l'ONSS, voilà, tout ce qui est salaire qu'on doit aux employés, qu'on doit en tant qu'à l'ONSS, on doit aux autres. C'est on va dire des dettes tierces, autres que fournisseurs et autres que banques. On va dire ça comme ça. On va dire c'est des dettes autres que les dettes fournisseurs, des dettes fournisseurs ou on va dire bancaires. Donc c'est des dettes tierces. Parce que, bon, d'un côté, une dette tierce, on doit aux impôts, on doit payer les impôts. Attention que les impôts peuvent aussi nous rembourser, bien sûr, j'en ai déjà parlé. Précompte retenu, bah, il faut payer précompte, l'ONSS, il faut le payer. Les rémunérations aux employés, c'est des dettes qu'on a vis-à-vis des tierces personnes. Alors, on peut avoir des dettes découlant de l'affectation du résultat. Bon, ça, c'est. On va parler de dividendes et de tantièmes. Voilà, c'est des autres dettes. Des autres dettes dues, on va dire, au fonctionnement de la société et qui permettent de générer des revenus. Et c'est normal que, je veux dire, il faut rémunérer, voilà, des personnes, je veux dire, haut placées, bon, qui sont, je veux dire, garants de la société et qui sont, voilà, on peut parler de garants de la société, il faut les payer. Alors, vous voyez qu'on distingue ça, parce que on distingue les dettes à des tierces personnes étrangères à des dettes, voilà, des personnes propres à l'entreprise. C'est ça qui va faire la différence entre le 45 et le 47. Donc ici, c'est des dettes à soi, dettes propres de l'entreprise. Dettes vis-à-vis on va dire, de ceux qui font fonctionner la société. Les actionnaires, voilà, tout ce qui est actionnaire, etc. Actionnaires, gérants, administrateurs, gérants, etc. Voilà. Alors ici, je mettrais dette à soi. Quand je dis à soi, c'est au sein, voilà, du personnel de l'entreprise. Ouais, pas au personnel, au personnel qui gère l'entreprise, les actionnaires, enfin, qui ont des actions, des parts, etc. en l'entreprise, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc c'est une vue globale, hein. C'est une vue globale. J'insiste. N'allez pas voir que c'est quelque chose de très précis, de construit très précis, où on peut, voilà, non. C'est une vue d'ensemble. C'est un vol, en vol d'oiseau. Et bien sûr, en fait, un résumé, qu'est-ce que c'est? Un résumé, c'est aussi un vol d'oiseau. Hein. Vous ne mettez pas dans un résumé, vous résumez. Résumé, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous faites un plan global à vol d'oiseau qui reprend
les éléments essentiels. C'est ça, je veux dire, un résumé. Parce que si vous reprenez tout, voilà, j'ai un cours de 100 pages, vous remettez, vous réécrivez les cours de 100 pages, ça s'appelle de la copie, hein. Ça s'appelle de la copie. Je veux dire, c'est pas un résumé. Résumé, c'est comme son nom l'indique, c'est, je veux dire, des 100 pages, d'en faire peut-être 4-5 pages, voire 10. Voilà. Voilà. Si on a 10 pages qui résument les 100 pages, bah, on a déjà gagné, voilà, hum, 90 pages à ne pas étudier, parce qu'on a une vue globale d'ensemble. On étudie les 10 pages, et en étudiant les 10 pages, on comprend, voilà, ce que représentent ces 100 pages. Ce que représentent ces 100 pages. Maintenant, si vous voulez une finesse, ben, rien de vous... la finesse, vous allez la voir en consultant une page des 100 pages. On va dire ça comme ça. Si vous voulez une finesse, vous allez consulter une des pages des 100 pages. Et vous allez voir ce que dit la page concernant voilà, telle matière. Voilà, s'il y a des points à retenir ou des points à comprendre ou des points à retirer ou à saisir, etc., etc., ben, il faut les tirer du lot. Il faut les tirer du lot Mais ça, c'est plutôt une finesse. Mais un résumé, c'est pas ça. Un résumé, c'est de se dire, bon, de voir une vue globale. Voilà, une vue d'ensemble. Voilà. Alors, une vue globale permet de, voilà, d'avoir une certaine vue. Mais maintenant, si certains ne maîtrisent pas certaines choses, ben, ils doivent aller voir les pages correspondantes. Et voilà, et c'est ce qu'on fait. En général, on a une vue d'ensemble, on a un tableau de bord général, et à partir de là, s'il y a des choses qu'on veut saisir d'intéressantes, ben, on va les puiser. C'est tout, c'est juste ça. Donc le 100 pages, c'est un étudiant sur 100 pages, s'il fait un résumé, il a 10 pages. Ici, c'est la même chose. C'est une vue globale, voilà, qui résume un petit peu, je veux dire, grosso modo, les différentes catégorisations, voilà, de la structure du bilan. Voilà, valeur de l'immobilier, valeur d'exploitation, valeur réalisable. Grosso modo, comme je l'ai dit. Je vous remercie.